s'oppose, qu'il écrive au chef de l'État, ou bien que Tchibala lui-même s'y oppose, je ne sais pas moi. Dans cette histoire, moi je suis ici comme journaliste plus de 10 ans, je sais qu'il y a toujours des commissions. On va voir les ministres qui acceptent, aura peut-être 3 ou 4 appartements, Wivine Mwemba, elle ou pas elle, Thomas Louata, les membres du gouvernement seront peut-être... C'est comme ça. Vous savez, Serge, M. Djungo Simba écrivait dans Tremblement et bâtardise que chaque chose a une fin. Et moi j'aime à le dire que hier ce n'était pas nous, demain ça ne sera plus nous, même si aujourd'hui c'est nous. Les actes que posent ceux qui gouvernent aujourd'hui, ils doivent savoir que demain ça ne sera plus eux. Inévitablement. Merci beaucoup. Et que Laurent, demain ce sera le tour à ceux qui n'étaient pas là de juger est-ce que nos prédécesseurs ont posé des actes rationnels, réfléchis, ou ils ont fait, comme dit Onemba, et Jean-François Bayard l'a dit, ils ont fait la politique du ventre. merci beaucoup. Luc Nkomo Kabongatre. Laurent Nyemba, bienvenue. Hein. Merci, Serge. Ton oncle, vous les Anamongo, pourquoi vous haïssez comme ça? Thomas Louaga, c'est ton frère Anamongo. Bon, apparemment, c'est chaque opposant qui vient, il vient avec son coup. Serge. Ton oncle Makila José est venu avec un coup là. Oh, suspension des... Comment on appelle ça? Des permis de conduire. De conduire. Avec Transco, il limoge, semble-t-il, les gens. Bon, Serge, il ne faut pas aller dans... Thomas Louaga qui vient. Il ne faut pas aller dans la fibre sensible, Oui. parce que tu connais ma langue, je ne fais pas la langue de bois, je vais dire les choses comme elles se doivent. Une petite parenthèse avant d'arriver à cette énième spoliation. Nous vivons dans une république bananière. J'ai fait une démonstration intellectuelle. Pas des termes trop forts. Hein. S'il te plaît, j'ai pas caricaturer les pays. J'ai dit ceci, j'ai fait une démonstration intellectuelle pour démontrer qu'aujourd'hui nous sommes dans un coup d'état constitutionnel. Que la constitution a été mise entre parenthèses avec comme soubassement la seule disposition, article 64, 70, alinéa que vous connaissez. Et sans un courroie de transmission de légitimité, un groupe d'individus s'est regroupé pour décider sans légitimité et sans cadre juridique, je voulais dire exprimé, du destin de notre pays, dit accord de la Saint-Sylvestre. Avec la bénédiction de l'Église. Je dis ceci, avec l'accord dit à la Saint-Sylvestre, cet accord n'a aucune valeur juridique. On l'a tablé sur le fait que c'était convoqué par les garants de la nation. J'en appelle à un débat intellectuel, que les gens me montrent le courroie de transmission de légitimité de la Constitution, qui est notre pacte social. Voté à plus de 90%, oui. Aujourd'hui, au 31 décembre 2018 et 2017, l'accord est tombé caduc. Regarde encore, on veut nous évoquer une disposition chapitre 4.4 de l'article de l'accord qui dit non, la tripartite CENSA gouvernement et CENI vont se regrouper pour évoquer l'inopérationnalisation ou l'opérationnalisation. Et on revient sur le débat du président en fonction de la fin de son mandat dans la même disposition. On va en parler avec la lettre du G7 adressée à Félix. C'est une sorte de prélude. Et regarde aujourd'hui, c'est cette seule disposition qui entachée de faiblesses constitutionnelles qui tient le pays. Les gens ne le savent pas. Mais pourquoi on est... Le professeur Kamoukouni a proposé une thèse sur la faute constitutionnelle et la faute de la Constitution. Attendez, pourquoi on a plus besoin d'appliquer une disposition d'un accord que d'appliquer une disposition de la Constitution? Alors je vous dis oui, que je développe cette théorie en disant que nous sommes dans un coup d'état constitutionnel et qu'aujourd'hui, si le peuple ne le sait pas, il n'y a plus un texte fondamental ou bien notre pacte social qu'on appelle la Constitution qui existe. Et donc c'est une sorte de lit qu'on a jeté intellectuellement pour préparer les échéances à venir. Merci. Et vous ferez les démonstrations. Alors, je reviens. Kabila arrive à Kinshasa. Il trouve les rails. Kabila arrive. J'ai au pouvoir, ça fait 20 ans. Ce que Kabila vient nous récompenser aujourd'hui, c'est de détruire les trains à la gare. Je répondais et c'est ça la modernité. Je répondais par ça, je terminais par ça. Oui. Je suis surpris. Et je te dis que je suis aujourd'hui détenteur de révélations
qui vont, je voulais dire, éclater la vérité dans les jours à venir sur la gestion des institutions, la gestion des entreprises publiques, qui pensent qu'on peut gérer une entreprise publique en donnant des poulets aux journalistes. Comment vous pouvez, dans un pays sérieux, au moment où les gens sont dans une dynamique de déconcentrer la ville, les gens l'ont démontré. Les inondations par-ci par-là. Et Kaba Soubabou a écrit sur la gestion de cette ville. Théophile Bemba a écrit par rapport à ça. Les Mouzito l'a démonté. Mais quand vous regardez... Il y a Thomas Loaka n'a pas lu la tribune de Mouzito. Non, il connaît tous les Congos, sauf cette dynamique-là. Pour arriver au fond de la chose, nous pensons que c'est un éléphant blanc qu'on veut construire. D'abord du point de vue historique. La gare centrale, c'est une sorte d'emblème. C'est pas la France, la gare du Nord. Hein? Je te dis, au-delà de la gare du Nord, il y a comme c'est notre tour Eiffel. Nous allons au Congo pour visiter. Tu sais, quand je suis dans ma voiture, sur l'avenue de la justice, quand je regarde des gens qui viennent de Yolo avec les enfants, un enfant qui fait son anniversaire, il met un petit chapeau avec des dessins, il vient voir à quoi ça ressemble la gare. Ce peuple a besoin du développement, Serge Kabongo. Mais toutes nos autorités ont des enfants à l'étranger. Je viens de faire 17 États des États-Unis, de Washington à New York, Baltimore, Charlotte, Virginie. Les Congolais m'ont interpellé. J'ai trouvé leurs enfants là-bas. Quand ils viennent nous dire ici en jetant un pont, ou bien en déposant une couche qui va faire 3 jours sur une chaussée en disant révolution de la modernité, c'est la médiocrité qui dégage. On veut maintenant moderniser un peu peut-être la ville de la Gombe, la ville de Kinshasa. Non. Alors, quels peuvent être les besoins? Je vous donne un cas. L'avenue du tourisme qui part de Kitambo à Mboudi, il était prévu que cette avenue-là soit construite à 4 bandes. Posez-vous la question aujourd'hui pourquoi on n'en parle pas. Pourquoi on n'a pas inauguré la route? Qui a pris l'argent des 2 autres bandes? Aujourd'hui, parce qu'on a fait mal, parce qu'on a eu des pots de vin, on a eu des pourcentages, la route est en train de s'affaisser. Et tous ceux qui sont de ce côté-là vont absolument être enclavés. Va sur les ponts pompages. Si tu as un rendez-vous à Kinshasa en ville à 8 heures, tu dois quitter chez toi à 5 heures. Mais un État, c'est une vision. Le problème que nous avons, c'est un problème de leadership politique. J'ai l'impression que le Congo, ou les Congolais ont encore besoin de martyrs. Il faut que le sang coule, pour que les gens comprennent qu'il faut faire attention. Tu sais, quelqu'un a dit, Toutou, Desmond, il dit, dans une situation d'injustice, garder silence ou être neutre, c'est prendre la part de l'oppresseur. Il faut à un moment donné que nous parlions. Et je termine par là, le peuple congolais est amorphe. C'est un peuple béant, un peuple qui n'a aucune responsabilité. Luc ne sera jamais d'accord avec vous. Attendez s'il vous plaît. C'est un peu je nuance. Carrément, Laurent. Je nuance. Je reviens sur l'espace de la gare centrale. Je viens là-bas. Donc Thomas Loaka avec Wiville Mumba, vers la scène qu'on détruise les rails, j'en finis. On construit les immeubles. J'en finis. Oui. Quand je dis le peuple congolais, je nuance une partie du peuple congolais est amorphe. Ouais. Parce que le peuple nous pousse à aller plus loin. Aujourd'hui au Niéma, je suis aimé dans la cité, les gens me disent, non, il faut parler. Mais quand il faut marcher, quand on vous dit qu'il faut défendre vos droits, vous ne savez pas les défendre. Vous devenez un peuple amorphe. Franck Djongo est en prison. Combien de Congolais ont mis la pression? Ailleurs, quand vous allez en Ukraine, on arrête un leader politique, les gens meurent dehors, on sort, on dit non, il faut les sortir. Où est Franck Djongo? Où est Jomi Ndongala? Katumbi est à l'étranger. Vous avez vu une dynamique. Merci beaucoup Laurent. C'est pour terminer, la gare centrale ne sera pas spoliée. Quand vous voyez les 30%, dans ce pays on a connu des contrats avec un individu qui s'appelle M. 30% qu'on n'a jamais pu identifier. Dans ce pays on a connu des ministres nommés sans l'avoir vu. Dans ce pays on a tout vu. Serge Kabongo. Il y a toute chose qui a un début et une fin. Rassurez-vous qu'aujourd'hui, le peuple congolais sait que si Thomas Loaka met l'encre pour vendre notre emblème, notre bijou qu'est la gare centrale, tu sais qu'en Aix-en-Provence, en France, d'où je viens aussi, par là... Tu ne peux pas aller construire chez lui au Maniema là-bas, même à Guémena chez moi là-bas. Il y a de l'espace vert là-bas. Serge Kabongo, ce qui manque dans notre pays, c'est le leadership politique. Le chef de l'État l'a dit, il n'a pas 15 personnes. Tu sais, quand tu dis la vérité dans ce pays, on a tendance à te mettre du côté des opposants pour qu'à la fin on t'arrête.
mais le mot est sorti de la bouche du président. Et je veux que le président, avant de partir, parce qu'il est partant, qu'il nous dise, est-ce qu'il a laissé les 15 personnes? Merci beaucoup. Est-ce qu'il y partira? Non, mais c'est la condition qu'il a dit. On peut prendre le deuxième thème de l'émission, Luc? Je voudrais... non, moi je suis d'accord. Moi je veux qu'on construise des immeubles à la gare centrale. Oui. 10, 30, 50 immeubles, c'est pour la beauté de la ville. Nous devons aussi devenir une grande ville, Kinshasa, comme Washington, comme Ottawa, comme... Moi je pense que c'est pour la beauté de la ville. Je vous ai dit tout à l'heure, Serge, que construire c'est bien, mais il faut construire dans la rationalité. Il ne faut pas construire et que la construction que vous voulez pour la beauté de la ville, comme vous dites, puisse soulever une partie de la population. Et quand Laurent Onimba dit que... Attendez, est-ce qu'on fera un jour le bilan sur les transports ferroviaires à Kinshasa? Kabila dira que je suis venu à Kinshasa, j'avais trouvé des trains foula. Maintenant je vous laisse des TGV comme Jean-Marie Kassamba nous avait montré. Parce qu'il est fait mandat, bon il est là, et non seulement qu'il ne réhabilite les trains, il veut encore, pas lui, son gouvernement, mais le bilan sera porté sur lui, il veut encore nous vendre l'espace là où il y a les rails. Je recevais un acteur important de la majorité présidentielle sur mon plateau. Je lui ai posé la question, je dis mais au Sud Kivu, on a vu Jean-Claude Nyamugabo en train d'inaugurer le début des travaux de la construction d'un stade. Et sans se gêner, il dit cette inauguration, je le fais par rapport à la promesse faite par le chef de l'État et la promesse qu'il avait faite avant 2000, c'était en 2011. Et il dit ça... Bon, exécuté hors mandat. Oui, en début 2018, donc fin 2017. J'ai dit, est-ce que l'homme politique congolais réfléchit énormément? Je disais tout à l'heure que je surferai un peu sur ce que Onimba a dit concernant l'amorphisme de la population. J'ai déjà eu à dire ici, malheureusement je n'étais pas avec lui, que j'ai essayé d'étudier la population quinoise, pas congolaise, quinoise. J'ai dit, cette population n'est pas amorphe, elle est attentive. Mais elle est attentive. Merci beaucoup Luc. Allez, on prend les parce que quand elle se lève au Nemba, il devient difficile de maîtriser cette population. Justement, voilà pourquoi les évêques ont déjà été donnés là-dessus. Justement, je prends votre dernière phrase. Quand les peuples se lèvent, il est difficile de le maîtriser. Justement, c'est cette crainte exprimée par les évêques hier à Sachou, une mégapole de plus de 10 millions d'habitants, et non seulement Kinshasa, mais la population congolaise. Je sais qu'un déferlement que nous créons, que nous redoutons à Kinshasa, peut aussi avoir des conséquences au Congo-Brazzaville, peut aussi avoir des conséquences au niveau de Luanda. Les évêques sensibilisent. Est-ce qu'ils ont peur ou bien ils voient déjà quelque chose s'est profilé en filigrane ou en perspective? Bon, merci beaucoup, cher ami Serge Kabongo. Je te dis que je suis devenu critique vis-à-vis de Congolais en général. Pourquoi? Serge, si tu regardes, Peter Ntel nous a renvoyé l'image de Devoir de mémoire. C'est une émission que j'avais conçue du temps où j'étais à Africa TV. Et j'ai même décidé qu'on puisse déclassifier mes archives pour que je diffuse les images de ceux qui sont passés par mon plateau pendant 10 ans. J'ai fait l'émission Plateau Académique. Si tu regardes les discours du Congolais pendant qu'il cherche le pouvoir et les discours du Congolais pendant qu'il est au pouvoir, c'est une dialectique, je vous le dis, contradictoire de façon ultra-supra-transcendante. Ces deux personnages, incomparables. Ça veut dire qu'on est dans la philosophie de Bayard, la politique du ventre, la République des inconscients dont a parlé Moutinga, l'État bébé dont a écrit Bongeli. Et je n'ai plus confiance, quelle qu'en soit la nature. Moi, je suppose que les évêques ont compris que ce que nous attend demain est plus grave que ce que nous vivons aujourd'hui. Notre adversaire, ce n'est pas un individu. Notre adversaire n'est même pas un système, parce que les gens font des diagnostics intellectuellement insoutenables. Le Congo n'est pas en crise politique.
Le Congo est en crise morale. François Ndjeka a fait une démonstration chez Innocent Olenga. Scoop. Je te dis que nous pouvons avoir des lois, nous pouvons avoir des textes, mais si la mentalité n'est pas disposée à appliquer ces textes, nous allons faire les surplaces. Les évêques redoutent les déferlements. Qui va soulever le peuple? C'est l'église catholique comme elle l'a fait au 31. Ça sera Mosengo qui n'allez pas dans cette dynamique de parler des églises. Tu sais, même quand je vois les gens, j'ai discuté avec M. Talo Semanong, qui est un grand scénariste, qui s'est gêné en disant, dites à ceux qui critiquent l'église de ne pas continuer à le faire, parce que si vous regardez dans l'histoire du monde, les vraies révolutions se sont faites dans la guerre entre les églises. Encore que ceux qui prennent les dispositions de réprimer l'église sont des traditions musulmanes. C'est une fibre très glissante. 5 minutes. Qu'on fasse attention. Oui. Qu'on fasse attention, parce qu'il y a des gens qui continuent à croire à l'église. Au Niemba, je suis chrétien catholique, un ancien du séminaire. Il est possible de se radicaliser pour l'église. Un peu de respect. Où est même le droit de naissance? Vous parlez du cardinal avec légèreté. Attendez, là vous parlez comme analyste, vous parlez en tant que catholique et c'est la passion. Il n'est pas interdit, ce n'est pas contradictoire d'être analyste dans l'église. Comme être dans l'église analyste. Mais je te dis comme Congolais que ce qui se fait n'est pas normal. Et je réponds à la question qui est plus importante quand les évêques vont voir les autres. Moi je pense que les évêques ne pouvaient pas privilégier la voix Sassou parce que Sassou a des intérêts à Kinshasa, les intérêts politiques. Sassou va travailler pour le pouvoir de Kinshasa. Sassou ne va pas travailler contre le pouvoir. Les débats de Kabila susciteraient aussi la même ambition que le Brazzaville. Je peux te rassurer. Je pense qu'il fallait beaucoup plus tourner le regard vers des pays à vocation démocratique. L'Angola. Parce qu'en Angola, il y a des réformes et c'est visible. Il était possible d'aller encore ailleurs. Je suis encore plus confiant qu'on aille au Rwanda. Tu sais, on peut beau parler de Rwandais. Et même des gens qui sont dans une dynamique dans ces pays à vouloir nous envoyer les photos de nos frères Banyamulenge pour nous fabriquer l'image du Rwandais. C'est une fibre que je dénonce encore. Parce qu'il y a des guerres dans ces pays qui ont commencé sur base de ces choses-là. Je dénonce. Je dis ceci, les évêques font leur travail. Ouais. L'Église, conformément au droit canonique, a sa mission sociale et sociétale. Ceux qui pensent que les évêques doivent rester dans le couvent pour dire les messes se trompent. Dans l'histoire de l'Église, du point de vue historique, du point de vue canonique, du point de vue légal, l'Église a une place de choix. Merci Laurent. Je prends dans ces entrées faites, hein, vous avez les prélats. Il y a eu une session du comité dirigeant de la SENCO et après cette session, ils sont allés voir Sassou. Après Sassou, semble-t-il, ils sont également annoncés au niveau de Luanda. Mais après ces événements passés à Kinshasa, Mosengo qui a tenu des propos, on peut le qualifier selon quel bord où l'on se trouve, et avalanche de réactions à la majorité. Et cette lettre du RASOP, je prends une phrase très importante. Ça c'est Pierre Lumbi qui signe la lettre et la lettre est adressée à Félix. Dans ce sens, les G7 estiment notamment qu'il convient que nous ayons le même entendement sur les sorts de l'accord politique global et inclusif du 31 décembre 2016 à la date de ces jours, ainsi que sur les voies et moyens d'atteindre l'objectif stratégique et de la transition sans Kabila. Nous devions aussi convenir tout ce qui s'est passé. Kyungu, je ne sais pas moi, qui démissionne du RASOP, Grand Katanga, on ne sait pas. Est-ce qu'il a été trop asphyxié? Est-ce qu'il semble-t-il après les passages de Olengankoi? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui se dessine? Il semble que Moïse Katumbi avait déjà annoncé la création d'une plateforme pour exclure Félix. Est-ce que Félix voit ça venir? Est-ce qu'on ne veut pas mettre un peu l'église de côté? Un deal entre les G7 avec de nouveaux alliés? Moïse Katumbi, qui semble-t-il essoufflé de l'exil, qui veut négocier avec Kabila pour son retour. Ce qui se dit, c'est que les Katangais ne veulent pas que les pouvoirs quittent les Katanga. Ça peut ou ne pas être Kabila, mais que les pouvoirs restent au Katanga avec Moïse ou pas Moïse. Est-ce que Félix voit ça venir? Et puis, les G7 aujourd'hui ne joueraient pas les jets de Kabila de dire, voilà, Batinda qui va pour embrouiller opposition. En fait, Serge, je commence par... la question que tu as abordée avec mon confrère Laurent Onimba, c'est la mission des évêques.
Un autre jour, je te disais sur ce plateau, je citais, je crois, à bon escient, à Averroès, je disais que l'ignorance mène à la peur mène à la violence. Et que vous avez vu ce que ça produit dans un passé très récent. Les gens sont sortis parce qu'il y a une partie de la vérité qui leur échappait. Et il y a eu mort d'homme. L'ignorance peut être aussi du côté de ceux qui agissent, ne sachant pas exactement pourquoi cette classe sociale agit ainsi. Puisqu'elle ignore, elle commence à poser des hypothèses. Les évêques, c'est ce que je dis. Demander quoi? Qu'est-ce que l'Église peut obtenir de Sassou? Qu'est-ce que Sassou a comme valeur démocratique à donner aux Congolais? C'est vrai qu'on redoute des déferlements, on redoute des crises qui peuvent aussi affecter Brazzaville comme l'Angola. Bon, ce sont des chefs d'État de la sous-région, ils peuvent avoir aussi un mot à dire. Qu'est-ce que l'Église peut obtenir? Et l'Église, qu'est-ce qu'elle craint? Ce que l'Église peut obtenir, c'est la cohésion régionale ou sous-régionale, si vous voulez. Cohésion contre Kabila. C'est-à-dire que ce qui se passe dans un pays, comme vous l'avez dit, puisse avoir des répercussions dans les pays voisins. Nous en avons 9 au total. Et que c'est la déstabilisation de la sous-région. Et que, voyant cela venir, les évêques sensibilisent les présidents de la sous-région pour que leur implication dans la prise en charge de la question congolaise puisse jouer afin d'éviter la déstabilisation, comme je l'ai dit, de toute la sous-région. Ça, c'est ce que les évêques peuvent obtenir. De deux, je me dis que ce qui nous arrive est aussi heureux. Beaucoup de gens ne me comprendraient pas. Mais Hegel a dit avant moi que l'homme se forme par le travail du négatif. Parce que, en passant ce feu, l'homme devient plus mature et il ne fera plus marche en arrière. Et les évêques, je pense que l'ont déjà perçu et ils pensent véritablement que si les Congolais se mettent debout, les Congolais d'en face de Brazzaville vont se mettre debout, les Angolais, encore qu'ils prêchent un évangile qui est contraire à ce que nous entendons à Brazzaville et peut-être ici au Gabon, ainsi de suite. Attendez. Donc, Doudou, le relais est prêt pour le procès Bimba. Donc dites-nous quand ça sera prêt, on va céder l'antenne. Hein. Merci beaucoup. Peut-être qu'on va commenter ça, ça sera les derniers thèmes pour commenter le procès. Allez-y, Luc. Alors, donc je termine. La démarche des évêques est une démarche rationnelle. C'est une démarche qui prévoit ce qui peut venir. C'est une démarche d'information pour dire à d'autres présidents que, attention, chez nous, les choses ne vont pas comme elles devraient aller. Est-ce que l'Église s'est reprochée pour avoir désamorcé la bombe du 31 décembre 2016 et elle veut aujourd'hui se racheter? Non. Et comment on voit que cet activisme dans le chef de l'église de Kinshasa et pas chez moi, diocèse de Molegbe, je ne sais pas s'il y a des laïcs à Molegbe, chez Dominique Boulamatari, chez mon grand frère Ambongo, à Bassakousou, comment on dit, Mbanda Kabiko. Ambongo lui-même ne fait rien chez lui. On ne voit pas les laïcs aussi se soulever. Je ne sais pas, c'est François Maroy. Non, Maroy est décédé. Hein? Maron. Au sud Kivu, on ne voit pas les mêmes activismes. C'est parce que Kinshasa, c'est les diocèses métropolitains. Puis est-ce que on n'a pas d'autres agendas politiques derrière ce que l'église de Kinshasa fait? Bon, écoute, il y a beaucoup de choses que vous mêlez dans votre question. C'est contradictoire. Que la même église bouge à Kinshasa et que mon grand frère Ambongo, chez lui, à Mataka, il ne fait rien. Donc Kinshasa, c'est le siège de l'institution. Kinshasa, c'est la capitale. Et l'église catholique de Kinshasa n'est pas en désaccord. D'ailleurs, vous citez à bon escient le cas de Ambongo, qui est venu dire que tous les évêques, tous les Congolais, s'adressant au cardinal, sont affectivement et effectivement
avec vous. La AMP n'a pas dit ça. La AMP dit qu'il y avait des contradictions au sein de la Senco. Oui, mais Ambongo, c'est le deuxième vice-président de la Senco. Quand il dit, il engage l'église catholique. Alors la qui est en lettre du République G7, démocratique. le G7, attendez, est-ce que le G7 n'a pas aussi peur que l'église puisse monter? C'est l'église maintenant qui prend le dessus parce que l'opposition a échoué. Hein. L'opposition, disons la vérité, nous sommes analystes. L'église, le G7 n'a pas peur que l'église puisse prendre le devant. Et on veut maintenant requalifier. Quand on dit par exemple, dans ce sens, le G7 estime notamment qu'il convient que nous ayons les mêmes entendements s'il sort de l'accord politique global. C'est-à-dire quoi? Tout à fait. Pour eux, l'accord disparaît, il faut renégocier un autre accord. Ils n'ont jamais eu un entendement ensemble. Alors, c'est la première fois depuis que le G7 a intégré les rassemblements qu'on voit une lettre aussi officielle. On fait la publicité. Apparemment, il y a un sentiment de désaccord au sein de la... Ça donne un peu raison au MLC. Absolument, vous avez dit ce que j'allais dire. La peur que l'Église prenne le dessus, je ne crois pas trop en cette hypothèse. Parce que de tout temps, vous étiez, moi aussi, un peu plus jeune, sous Maloula. À un moment donné, ça n'a pas marché avec Mobutu. Mais alors que les deux personnages, Maloula Mobutu a lancé le recours à l'authenticité, Maloula a lancé l'inculturation. Et donc, l'Église n'entre pas en contradiction avec elle-même. Merci beaucoup. De deux. Oui. L'opposition, excusez-moi Serge, je n'aurais pas à vous dire, il n'y a pas une vraie opposition chez nous en République démocratique du Congo. C'est pourquoi je te dis toujours ici que l'alternance que exige l'opposition n'est pas le passage du yin au yang. Merci beaucoup. Je vous ai toujours dit, parce que les acteurs de l'opposition, les actes qu'ils posent, la lettre du G7 montre que il n'y a pas une vision commune, il n'y a pas, j'allais dire, une cohésion, parce que la cohésion vient de l'entendement commun. Est-ce que c'est un problème de cohésion ou bien ils ont été envoyés par Kabila pour désamorcer l'opposition, pour désintégrer l'opposition? Ça donne raison à Bazaïba et à Bemba. Non, d'abord, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, je vais être le plus sommaire possible en énumérant 4 choses. Première chose, attention, les G7, la majorité des G7 viennent du pouvoir. Moindre comportement contradictoire va dire qu'ils sont venus comme des tricheurs à nos troubles. Une lettre comme ça est d'abord floue. Depuis qu'ils étaient au rassemblement, ils n'avaient jamais eu un même entendement sur l'application de l'accord. C'est un questionnement. Deuxième chose. Peut-être par rapport à l'échec de Félix. Félix, peut-être n'est pas... Deuxième chose, l'opposition a été inféodée. L'opposition est corrompue, l'opposition a échoué. Merci. La vraie opposition maintenant c'est le peuple. Troisième chose, la question du seuil qu'on a mis dans la loi électorale, c'est un piège. Tous les opposants qui sont au gouvernement se trompent. S'ils veulent être élus, ils doivent revenir PPRD. Je vous mets au défi, le PPRD a gagné un grand pari. Ça c'est la plus grande révélation que j'ai amenée aujourd'hui. Tous les opposants au gouvernement se trompent parce qu'ils pensent qu'ils vont faire des alliances pour qu'ils se fassent réélire. Les PPR devaient gérer seuls. À la fin de l'année, il n'y a plus de majorité présidentielle. Les procès, ils vont sortir par la petite. Luc, vous avez 1 minute pour commenter les procès en appel. C'est vrai, on peut avoir les images et nous commentons en 1 minute pour les invités. Le procès en appel de Jean-Pierre Bemba, hier c'était des questions-réponses sur la disposition de l'article 74. Tout à fait. La défense estime qu'il n'y a pas eu équité et dans les premiers procès. D'abord la défense qui a parlé, l'accusation, mais également les représentants légaux des victimes. 18 ans, la défense pense que c'est trop, mais il y a aussi la partie accusatrice, c'est-à-dire le parquet qui avait fait appel de ces jugements. Bref, aujourd'hui, soit on maintient, bon, le procès va se poursuivre jusqu'au 16, c'est peut-être à la Chambre de reconsidérer les premiers jugements du premier juge, ou soit de confirmer. Oui. Moi, je répondrai un peu plus, j'allais dire, philosophiquement. N'ayez pas peur parce que vous êtes à la télévision de Bemba. Non. Un commentaire en faveur de Bemba. Soyez le plus objectif possible. Non. Je dis que Bemba doit répondre de ce
pourquoi il est accusé. Voilà. Et c'est ce que sont en train de faire ces avocats actuellement. Mais je disais que en 2009, je recevais sur mon plateau à Congo Web Maître Moïse Nyarugabo. Et si on cherche bien, tu sais, chez nous, il y a eu un problème de gestion des archives. Oui. Maître Moïse Nyarugabo me disait ceci. Aujourd'hui, il y a des gens qui se réjouissent que X, Y, Z Rapidement, soient les transférés à la haie. En résumé, Mais il a dit que demain, le transféré deviendra le transférant et le transférant deviendra le transféré. C'est tout dire. Merci beaucoup. Et il considérait qu'il y a un peu plus de main politique dans les procès qui se déroulent à la haie. Tu vois, quand on remet en cause le jugement qu'apporte un juge et qu'on apporte des preuves que là, il n'a pas bien jugé, il y a à redire. Merci mon collègue. Il y a un problème de la responsabilité hiérarchique. Il aurait dû savoir. Mais je ne sais pas moi, Laurent, na sala droité. Ça c'est vraiment des communs des mortels. Je viens, vous m'appelez, je viens vous aider, on me condamne moi, et on prend ni Yom Kolondaku, ni Moutouaki Bobundisayo, ni Bozézé, ni Patassé de son vivant. Je ne sais pas moi, les procès a évolué, on ne peut plus revenir sur ça. Mais qu'est-ce qui a changé ou bien qu'est-ce qui va changer dans cette affaire en appel? Bon, voici d'abord l'approche. La composition ou bien voici d'abord l'approche pratique, je le dis sous le contrôle de tous les pénalistes, comme Talos Manongue et les autres, je l'ai beaucoup cité. Ce qu'il faut reconsidérer dans ces procès, c'est qu'en fait, le juge de la première instance a jugé. Il a terminé son travail. Il s'est déclenché une série d'appels. Du point de vue pratique, il s'est déclenché une série d'appels. Dont l'appel de la défense du sénateur Jean-Pierre Bemba, qui estime que 18 ans c'est beaucoup. Première observation que je dois faire, c'est qu'en fait, dans une approche dialectique et comparative, M. Thomas Lubanga est dans ce qu'on appelle en droit pénal la responsabilité directe. A été condamné à 14 ans. De la logique juridique, on ne peut pas considérer que quelqu'un qui a été condamné par la responsabilité indirecte ait une peine supérieure à celui qui a été condamné du fait d'une responsabilité directe. Premier élément. Deuxième élément. C'est une jurisprudence de la Cour. Jurisprudence de la Cour. J'apprends maintenant les droits. Deuxième élément. Je te dis que je vais te payer les 2 premières années. Oui. Deuxième élément. L'article 74 du statut de Rome parle de l'équité dans un procès. Quand vous regardez la vitesse avec laquelle on a mené l'instruction du procès Jean-Pierre Bemba, vous vous représentez tout de suite qu'il y avait une main politique et politicienne. Quelle est la suite, n'est-ce pas, d'un procès dont le procureur a été démontré qu'il a reçu le pot de vin? Il n'y a pas une moindre ouverture d'un dossier contre Ocampo, et il a été démontré qu'au Congo et en Côte d'Ivoire, il a reçu des pots de vin. Troisième élément, la défense de Jean-Pierre Bemba amène ce qu'on appelle l'élément nouveau. Avec M. Pierre Doumoula, Okindembo, les Talos et les autres, nous avons gagné ici à la Cour suprême de justice, dans le procès Onusumba, quand nous avons démontré qu'il y avait un élément nouveau. Et on a revu le procès. Et donc, la chance que la peine de Jean-Pierre Bemba revienne même à 10 ans est devenue trop probable par le fait qu'on a mené l'élément nouveau. Troisième chose, on termine par là. L'instruction a été bâclée. Quand l'instruction est bâclée, il y a des conséquences sur la suite du procès. Ça veut dire quoi bâcler l'instruction? Au moment où vous êtes un accusé principal, Bozizé, qui était d'un gouvernement légal installé. Bozizé était rebelle. Plutôt Patassé. Officiellement installé.
n'a pas été appelé, même comme renseignant, jusqu'à ce qu'il rende l'âme. Bozizé qui est vivant. Emportant avec lui, Merci. emportant avec lui toute la vérité. Oui. Bozizé aussi, qui pouvait être du côté des victimes vivantes, n'a jamais été entendu. Et on s'est livré ici à Kinshasa à chercher les proches de Bemba, en avoir le pot de vin pour uniquement obtenir sa condamnation. J'ai tendance à dire que la condamnation de Bemba est une condamnation congolaise délaillée. Merci. Faut pas voir les diables partout. Merci beaucoup à l'autorité morale Laurent Onyemba. Toute l'équipe du MLC est au grand complet. Hein. Merci à Romain, merci à toute l'équipe technique qui nous soutient, qui va également à nous.